J'y vais. Au nom de l'association généalogique de l'Anjou, qui organise pour fêter son 50e anniversaire un salon, la généalogie et le végétal en Anjou, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour notre conférence inaugurale Monsieur Sylvain Bertoldi, directeur des archives patrimoniales de la ville d'Angers, archiviste paléographe, diplômé de l'école des Chartes et à Angers depuis 1988 et non pas 1998 comme indiqué par erreur dans notre dernière revue Le Closier, une petite coquille. Donc grand passeur de mémoire, Sylvain Bertoldi écrit des livres et de nombreux articles sur Angers. Angers qu'il a au cœur, titre de l'un de ses ouvrages célèbres qui rassemble ses chroniques parues dans le journal municipal. Et vous pouvez le lire aujourd'hui tous les dimanches dans sa grande page consacrée à l'histoire dans le Courrier de l'Ouest. Il sait transmettre sa passion pour le patrimoine angevin, dont celui bien vivant que représentent ses nombreux jardins. Monsieur Bertoldi, nous vous écoutons. Merci à vous pour cette sympathique présentation. Vous m'entendez bien? Pas de problème. Alors, vous avez une introduction, les parcs et les jardins. C'est une brochure qui a été publiée en 1982 par un grand paysagiste, Lepage, Emmanuel Lepage. Et le titre de la conférence, c'est Angers, ville verte, d'où le fond vert du diaporama. Et cette conférence remonte aussi à l'exposition que nous avons faite aux rues Repères Urbains l'an dernier, de juin à décembre, sur les jardins d'Angers, qui présentait un certain nombre de documents inédits, de documents restaurés pour l'occasion. Et vous allez les voir ici et vous en verrez beaucoup d'autres, puisque c'est un long chemin vert auquel je vous convie. Alors attention, le vin d'honneur va vous échapper tout à fait, puisque nous en avons quand même pour un certain temps. Mais j'espère ne pas vous ennuyer. Donc, le vert à Angers est partout. Et alors, vous savez que la grande phrase, c'est Angers, ville verte, et Angers, première ville verte de France. Il y a des palmarès qui l'ont établi en 2014, en 2017, et puis aussi en 2020, où Angers se classe première du palmarès de l'Observatoire des villes vertes. C'est-à-dire l'observatoire monté par l'Union nationale des entreprises du paysage. Alors, on va se poser la question de savoir pourquoi Angers est-elle si bien placée dans ce domaine-là. Angers a 155 580 habitants. Une superficie globale de territoire de 4 452 hectares. Et donc, il y a, d'après les statistiques, cela dépend évidemment de ce que l'on met sous le terme d'espace vert, comptons, disons, généralement les espaces nature ouverts au public, il y a 1500 hectares de ces espaces. Donc, vous voyez, cela fait à peu près 100 mètres carrés d'espace vert, d'espace naturel pour chaque habitant. Et si l'on ajoute les surfaces en eau qui ne sont pas bâties, donc c'est quand même du naturel, donc on est à 1903 hectares, donc ça nous propulse assez haut. Et j'ai retrouvé un chiffre, alors les chiffres valent ce qu'ils valent aussi évidemment parce que on peut les manipuler comme on le souhaite, mais en 1839, Angers, qui n'avait pas beaucoup de jardins publics, qui n'en avait pas en tant que tel, mis à part la promenade du Jardin des Plantes, avait 2125 hectares de jardins privés, pépinières, d'horticulteurs, de maraîchers et de vergers.
Donc vous voyez que finalement, depuis 1839, malgré une urbanisation quand même certaine, puisqu'on est passé d'une ville, disons, de 35 000 habitants à 155 000, on n'a pas perdu quand même trop d'espace naturel, puisqu'on est encore à 1500. Alors pourquoi Angers a-t-elle favorisé de la sorte Évidemment, comme vous l'indique ce titre, il y a l'aspect naturel, la géographie physique, avec ses poumons verts de part et d'autre, en amont et en aval. Mais il y a aussi le fait que Angers était une ville éminemment religieuse et que par conséquent, les abbayes, monastères, couvents étaient très nombreux. Donc, vous avez des jardins qui étaient très vastes. La troisième chose, c'est que là, à Angers, il y avait comme dans quelques villes de province, une bourgeoisie très éclairée qui était intéressée par la botanique, et cela s'est développé particulièrement au XVIIIe siècle. Et enfin, à partir du XIXe siècle et surtout des années 1850-60, les politiques municipales se sont intéressées de plus en plus aux espaces verts. Il y a eu la création du premier jardin public, le jardin du Mail, 1859, et puis ensuite, surtout sous la Troisième République, vous avez des squares qui se sont développés un peu partout en centre-ville. Donc on va revenir sur ces éléments. Et alors vous voyez une carte donc de la direction des parcs et jardins qui montre les deux gros poumons verts évidemment de l'île Saint-Aubin, de l'étang Saint-Nicolas, du parc de Balzac et du lac de Maine. Et évidemment la Maine joue un rôle important dans ce domaine. Et puis vous avez un peu partout des taches vertes. La carte date d'il y a quelques années. Alors vous n'avez pas notamment les derniers parcs, et notamment le grand parc de Saint-Serge. Alors, hop. Et vous voyez ici sur un plan de 1776, le plan de Moitet, vous retrouvez le poumon vert. Mais alors, on ne voit pas l'île Saint-Aubin ici, on voit tout ce qui était les prairies de Saint-Serge, les prairies de Boisnais, en face de l'hôpital Saint-Jean. Et puis en aval, vous avez la cale de la Savate qui était très verte. Et vous avez aussi donc les prairies d'Aloyau, dites par la suite prairies de Balzac. Donc, j'illustre cela avec une vue aérienne qui est superbe, évidemment, de l'île Saint-Aubin, qui est un joyau, évidemment, de la couronne verte d'Angers. Et vous avez ici quelques vues de l'île Saint-Aubin, là vers Montplaisir. Et en aval, vous avez ici le futur lac de Maine et le futur tout au fond parc de Balzac. Donc nous sommes en 1966. Vous voyez qu'il y a un chemin de halage le long de la Maine qui existe bien sûr déjà avec un boisement. Et vous voyez plus tard, vers 2004, le lac donc lui-même. Et ici, une autre vue prise depuis le pont de Prunier. Alors voici quelques éléments. Donc c'est vraiment l'un des parcs les plus importants donc du XXe siècle, où vous avez quelques vues diverses. Le premier coup de pioche a été donné en 1969, au mois d'août, et les premiers espaces, surtout en eau, ont été livrés au public en 1973, et la grande campagne de plantation a suivi. Mais donc au XXe siècle, on a comme cela des dates jalons qui sont importantes. On a d'abord les parcs Saint-Nicolas, autour de l'étang Saint-Nicolas, auquel la ville s'intéresse à partir des années 30 et elle achète en 1934 l'étang Saint-Nicolas. Donc ensuite, elle va créer ce lac de Maine. Puis le parc de Balzac en 2000, autour de 2000, 1996-2000, dont Jean-Claude Antonini disait « S'il ne doit rester qu'une seule chose de moi à Angers, ce sera
le parc de Balzac, un parc, alors on est évidemment plus dans le pittoresque de l'étang Saint-Nicolas, mais dans la volonté d'écologie paysagère et de biodiversité. Alors d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Je disais que le deuxième facteur important pour Angers et ses espaces verts, c'est bien sûr la présence religieuse. Et donc vous avez ici l'abbaye Saint-Aubin, que vous voyez bien. Moi, si je récupère ma flèche, voilà, je ne la vois pas. Si. Est-ce que vous la voyez à l'écran ? D'accord. Donc tout ceci, c'était le jardin de l'abbaye Saint-Aubin qui s'étendait d'ailleurs jusque vers la rue Toussaint initialement, mais il a été fractionné en plusieurs parties. Il y a eu d'abord un jardin qui a été attribué à l'abbaye Toussaint en 1419 et en 1422 au futur logis Barrault, on a donné une petite terrasse de jardin. Ensuite, il y a eu le logis abbatial de Saint-Aubin, qui a été enclos de murs. Et le logis Barrault a pu avoir un terrain beaucoup plus vaste qui allait jusqu'aux fortifications et qui est le futur jardin fruitier et actuel jardin des Beaux-Arts. Alors, vous avez quelques exemples. Voilà, le séminaire d'Angers qui donc était dans le logis Barrault et qui avait son jardin qui s'étendait à l'emplacement du jardin des Beaux-Arts. Et notre actuel jardin de la préfecture et ce qui reste du jardin de l'abbaye Saint-Aubin elle-même. Donc c'est un jardin qu'on peut considérer plutôt comme un jardin privé qui a été ouvert néanmoins au public entre 1840-42 et 1938. Le dessin d'origine au XIXe siècle est dû à André Leroy, le grand pépiniériste que l'on retrouve à chaque fois sous nos pas quand on s'occupe de verdure à Angers et de jardins. Alors dans la Doutre, il y avait évidemment énormément de jardins, là où nous sommes, donc sur le côté, donc les jardins de l'hôpital Saint-Jean, les jardins de toutes les abbayes, du Carmel par exemple, ou du Calvaire. Et ici, peut-être que vous reconnaissez le jardin des Carmélites. Voilà, alors ce sont des vues qui datent de la fin du XXe siècle, début XXIe. Une illustration avec les jardins du Calvaire qui n'ont pas beaucoup changé, sont un petit peu plus, disons, un petit peu plus sauvages aujourd'hui, vous allez voir. Donc ici, c'est une carte postale des années 1970 avec donc tout cet enclos qui est important, qui est en partie potager, donc dans la Doutre, et que l'on espère voir perdurer, bien entendu, puisqu'il n'y a plus de calvériennes maintenant. Donc là, le jardin, c'était vers 1979 et le jardin actuel en novembre 2022. Donc encore un petit peu cultivé grâce à des bénévoles. Donc vous voyez le jardin à la fin des années 70 et une autre partie aujourd'hui. Donc c'est assez surprenant d'avoir cet espace naturel en pleine ville. Et puis, il y avait bien sûr beaucoup d'autres. Je n'ai fait qu'une sélection. Vous avez au sud d'Angers, rue Saumuroise, le couvent de la Retraite, qui avait des jardins très importants, qui ont été lotis en partie. Et ici, donc, on aperçoit donc, le couvent au premier plan et tous ces jardins où il y avait des chapelles, une chapelle italienne par exemple. Et au fond, on aperçoit les tours du Haut-Pressoir, dont René Rabault a conté élégamment l'histoire. Les Augustines, qui ont sur la rue de la Madeleine évidemment un jardin très important. Donc vous voyez, les jardins de la présence religieuse sont toujours là. Ici, Bellefontaine, qui n'est plus religieux, mais musical. Et vous avez devant une partie donc du terrain qui est utilisé par le Polynarium, créé vers 2003. Voilà donc les jardins de Bellefontaine. Et il y a bien sûr le Bon Pasteur qui présente un ensemble important. Ici, vous voyez surtout à l'arrière-plan le parc de Balzac, mais voici quelques vues actuelles donc du jardin du Bon Pasteur. C'est une succession de jardins qui est là aussi très intéressante, très étonnante en pleine ville. Alors le troisième facteur, évidemment, c'était
les sociétés savantes et la bourgeoisie éclairée qui a créé donc d'abord au sein de la faculté de médecine au XVIIIe siècle, dans la Doutre, pas loin d'ici, un petit jardin botanique pour les élèves. Et ensuite, en 1777, s'est créée la Société des botanophiles qui a ouvert un jardin botanique autour de la rue Béclard actuelle et de la rue Château-Gontier. Mais bon, le jardin était loué. Le propriétaire ne souhaitait pas reconduire le bail. Et puis, il était un peu étroit. Donc, les botanophiles, quand même, parmi lesquels se trouvait la Révélière Lépaut, donc le futur membre du directeur lors du directoire, avec ses comparses pilastres, notamment de la Brardière, qui était lui aussi, qui a été député à la Constituante, ont cherché d'autres terrains. Ils avaient pensé au jardin, enfin au terrain des Trois Morts, qui se trouve dans les environs du boulevard du Roi René actuel, entre le Haras, le boulevard du Roi René. Et puis, ils ont jeté leur dévolu sur ce que vous voyez ici, un plan de 1791, l'enclos des bassins de l'abbaye Saint-Serge. Donc, ils ont pris en location en 1789. Et vous voyez qu'il était assez restreint quand même à l'époque. Pour vous situer, donc ici, vous avez l'actuelle rue Boreau et on voit le Saint-Sanson et le presbytère de Saint-Sanson. Donc toute cette partie, c'était la paroisse Saint-Sanson qui initialement ne faisait pas partie du jardin botanique. Et puis, donc, vous avez le jardin proprement dit, dont les allées ont commencé à être tracé par le premier directeur, qui n'a pas été la Révélière Lépaut, étant donné ses fonctions politiques, mais Merlet de la Boulaye, qui s'est passionné de botanique et donc qui a commencé à faire les plantations et qui a planté là le premier magnolia d'Angers notamment. Il a reçu aussi des pieds de fuchsia qui étaient à l'époque rarissimes. Et ce jardin botanique ou jardin des plantes, vous l'avez là en 1844. Alors on retrouve, je l'ai présenté suivant la même orientation, la rue du Jardin des Plantes, c'est la rue Boreau actuelle. Donc ici vous voyez les bâtiments de l'abbaye Saint-Serge. Et au centre vous avez les fameux bassins de l'enclos des bassins. Et c'était le Jardin des Cygnes à l'époque. On retrouve Saint-Sanson, le presbytère, et l'emplacement était dévolu à l'époque déjà au Jardin des Plantes par achat de biens nationaux par la ville d'Angers en 1791. Et puis petit à petit, la ville a agrandi son jardin dans l'enclos des Amandiers que vous voyez signalé ici. Alors, je vous ai conservé, c'est pour ça qu'il a la tête en bas presque, la même orientation que ces précédents plans. Pour celui-ci qui est de 1843, publié dans Angers pittoresque de Tardif-Desvaux, où vous voyez ici la seule entrée du jardin à l'époque, donc à l'angle de la rue Boreau et de la rue du Faubourg Saint-Sanson. Donc, les plates-bandes botaniques se trouvent dans le bas du jardin ici. Vous avez au milieu, ou presque, qui serpente la fameuse rivière, les bassins. Et puis Saint-Sanson qui servait d'orangerie et de salle de démonstration. Mais déjà, ici, une orangerie avait été créée et on l'a complétée, mais un petit peu après 1843, en 46-48, par 2 serres de chaque côté. La partie haute était paysagère et romantique jusqu'au presbytère de Saint-Sanson. Alors là, donc, dans nos archives, nous avons ici le premier plan entièrement paysager, comme pour un jardin de promenade, du Jardin des Plantes, celui de Louis-Sulpice Varé de 1861, sur commande d'ailleurs de la ville, qui venait d'acheter donc la partie ici de l'enclos des Amandiers. Et donc le maire à l'époque demande un plan pour intégrer les nouvelles acquisitions. Et Alexandre Boreau, directeur du jardin et éminent botaniste, s'emporte contre ce projet d'ailleurs à 300 000 francs or tout de même.
donc ça allait coûter cher. Et c'est le premier projet qui fait vraiment table rase de tout l'existant. Vous avez destruction, peut-être pas du presbytère Saint-Sanson que voici, mais l'église elle-même a été rasée. Et donc tout simplement pour faire un jardin de promenade. Mais c'était d'abord essentiellement un jardin botanique, un jardin d'études. Et Alexandre Borot, qui est quand même directeur du jardin de 1838 à 1875, tenait absolument à ce qu'il reste un jardin scientifique. Et alors, il y a aussi à observer ici, c'était une commande de la ville aussi, la grande allée que vous voyez et qui traverse les maisons du faubourg Saint-Sanson d'un côté et Saint-Michel de l'autre, qui forme la nouvelle entrée du jardin des plantes, celle que souhaitait la ville sur le boulevard, parce que le jardin était enclavé finalement derrière un quartier de maisons, de petites maisons peut-être pittoresques, mais un petit peu insalubres. Et donc ça, c'est le premier projet d'entrée. Mais il ne s'est pas réalisé tout de suite, car le projet de Louis-Sulpice Varé a été remisé, évidemment, suivant l'action d'Alexandre Borot, et surtout par le fait qu'il était quand même assez coûteux et nécessitait un certain nombre d'expropriations. Alors celles-ci se sont faites par la suite. À partir de 1880-81, on a acheté petit à petit des terrains, et au lieu de faire une espèce d'allée gagnant la place du Pélican, notre actuelle place Mendès France sur le boulevard, on a fait aller le jardin des plantes jusqu'au boulevard, donc en créant quelque chose d'un peu plus vaste entre les maisons et les cours du faubourg Saint-Michel. Alors ici, vous avez une vue qui est aux archives départementales, dans la collection Célestin Port, vers 1893, je dirais même 14. Pourquoi ? Puisque là, l'entrée est terminée. Vous avez ici la nouvelle grille, la grille actuelle du Jardin des Plantes, qui date de 1893, de même que l'esplanade et la statue de Chevreul, qui a été inauguré à ce moment-là, que vous voyez ici au milieu. Donc là, les travaux viennent d'être terminés, et ils ne sont même pas tout à fait terminés, puisque vous voyez, vous avez 2 volets d'escalier qui aboutissent dans le vide finalement. Là, vous n'avez plus rien, donc on ne peut pas y passer. Et ici, ce n'est pas encore terminé. Donc là, vraiment, on est vers 1894. Et on est toujours en train de réfléchir, mais comment agencer cette entrée du Jardin des Plantes ? Alors, sur ce verre en cristal de Baccarat, comme d'ailleurs c'est indiqué dessus, en bas, vous avez ici l'exposition d'Angers de 1895, qui a été très importante, qui était localisée devant le Palais de Justice, donc au Champ de Mars, place du Général Leclerc. Et parmi les attractions nouvelles d'Angers, il y a le Jardin des Plantes et sa nouvelle grille. Voilà, on a mis l'exposition, bien sûr, en exergue, mais de chaque côté, vous avez le château, le grand monument d'Angers, et aussi le Jardin des Plantes avec sa grille. Alors, ce n'était pas évidemment satisfaisant. Le jardin était fait un petit peu de briques et de broc. On va voir comment il se trouvait. Et c'est pourquoi la ville, à la fin du 19e siècle, en 1900, demande un plan à qui donc ? À Édouard André, le grand paysagiste qui avait fait ses classes d'ailleurs chez les horticulteurs angevins et qui a travaillé, vous le savez, un petit peu partout dans le monde, au Luxembourg, en Uruguay, à Monte-Carlo et en Angleterre, beaucoup, évidemment. Et là, en 1901, il donne 3 plans de réorganisation, de réaménagement complet du Jardin des Plantes. Alors celui-ci qui est le plan qu'il appelle plan aquarellé et paysager. Il y a un plan à vol d'oiseau qui, lui, nous échappe. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Enfin, il n'a pas été perdu pour tout le monde, je suppose. Mais cela fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il a été reproduit dans une revue savante en 1904 et depuis, il est perdu. Et le 3e plan, c'est le plan ancien et moderne avec le tracé ancien en noir et le tracé nouveau en rouge. Alors, le plus beau, c'est celui-ci que nous avons fait restaurer pour l'occasion, parce qu'il était resté dans son encadrement d'origine et certainement mis d'abord au grenier et ensuite dans les caves de l'hôtel de ville. Donc voilà.
Vous voyez que Édouard André a accordé beaucoup d'importance à l'eau, là, avec cascades, bassins, donc profitant de l'alimentation généreuse du Jardin des Plantes. Et il a fait quelque chose d'assez pittoresque en supprimant l'église Saint-Samson, remplacée par un aquarium tropical, derrière un jardin d'hiver. Le presbytère Saint-Samson est démoli aussi. Ici, il y avait un restaurant qui était prévu, en dessous une grotte, là un jardin alpin, enfin rien n'y manquait, c'était absolument merveilleux. Et les Angevins ont réfléchi, parce qu'ici on réfléchit beaucoup, ailleurs aussi, hein, bien entendu, vous me direz, mais en 1904, deux personnes quand même vont activer les choses. D'une part, un certain Lépicier, Paul Lépicier, qui était adjoint aux travaux, et son collègue Eugène Proust, adjoint aux finances, vont essayer de pousser ces travaux et qui seront finalement réalisés en 1905, malgré beaucoup de protestations, parce qu'on souhaitait que le jardin soit uniquement l'œuvre d'Angevin. Donc Édouard André a dû se justifier qu'il avait fait ses classes à Angers, que par conséquent il ne coûterait pas cher parce qu'il aimait Angers et donc il ferait un prix d'amis et beaucoup d'arguments de ce genre, et que bien entendu les plantations seraient fournies par des horticulteurs angevins et que même elles seraient réalisées, lui ne ferait que superviser les choses. Bon, alors donc les choses se font. Et donc vous avez ici l'histoire de l'entrée du Jardin des Plantes qui revient. Et vous la voyez ici vers 1904-5 au début vraiment. Vous voyez la grille, les deux volets d'escalier, puis une volée inférieure. Mais en fait, c'était une entrée solennelle comme pour entrer dans un jardin à la française. Cela ne convenait pas du tout à un jardin à l'anglaise. Et évidemment, Édouard André l'a vu tout de suite et a demandé qu'on supprime les escaliers. Depuis, il n'y en a plus. Il y a donc des allées latérales qui conduisent doucement en pente vers le jardin. Et sur cette carte postale intéressante, vous voyez que la dernière volée d'escalier qui était là a été remplacée par une balustrade et un terre-plein gazonné. Et les deux autres escaliers, ici, on voit très bien leurs traces en blanc, puisque les travaux viennent à peine d'être achevés. Donc tout a été supprimé. Et d'un autre côté, vous avez ici le jardin avant les travaux d'Édouard André, avec ici les bassins, le fameux enclos des bassins, et une partie encore des plates-bandes botaniques qui subsistent devant l'orangerie et la serre. Et après l'intervention du paysagiste, vous n'avez plus que de l'eau. Et donc des paysages que vous connaissez bien, qui sont là vers 1905-6, avec une vue d'ensemble. Je ne vais pas m'arrêter évidemment trop là-dessus parce que nous avons donc, comme je vous disais, un long chemin vert à parcourir. Il n'y avait plus de jardin botanique, donc toutes les plates-bandes si chères à Alexandre Borot ont été détruites. Mais un autre jardin a pris le relais, celui de l'école de médecine. Et c'est celui que vous voyez là. L'école de médecine date de 1800, le bâtiment principal sur le boulevard d'Avier, tout près d'ici, donc date de 1863-65. Vous avez ici ces plates-bandes et vous voyez donc le bâtiment sur le boulevard avec des grilles de rencontre. Angers a eu quelques problèmes d'achèvement de grilles. Les conseillers municipaux n'étaient pas très chauds et le directeur du Jardin des Plantes, notre Jardin des Plantes actuel, donc n'était pas très chaud pour supprimer les plates-bandes botaniques. Alors tout cela s'est fait petit à petit entre, disons, 1888 et le nouveau jardin d'Édouard André en 1905, très lentement, et jamais dans les délibérations du conseil municipal, vous ne verrez de délibération disant textuellement « Nous décidons de transférer les plates-bandes du jardin botanique du Jardin des Plantes au nouveau jardin botanique de l'école de médecine ». Car les conseillers ne voulaient pas avouer qu'on détruisait l'œuvre de Borot qui était encore très, très vivace dans les esprits. Enfin, ce jardin botanique pour l'école de médecine existe toujours et est superbe.
Donc vous avez un petit arboretum d'ailleurs qui l'accompagne. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais tout cela est assez épique. Et donc les réalisations s'étalent souvent sur plusieurs dizaines d'années. Et là, nous en venons, alors toujours dans les actions de la bourgeoisie éclairée, à la fondation de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers, définitive, officielle en 1831. Et celle-ci décide à vraiment l'agriculture dans ses préoccupations principales au départ. Et d'ailleurs, elle créera en 1838 un comice horticole. Et elle souhaite créer un jardin fruitier pour développer les variétés. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de variétés, surtout qui étaient assez fructueuses, disons. Et donc, elle veut développer l'agriculture et l'arboriculture particulièrement. Et c'est ainsi qu'elle demande à la ville, et l'obtient, en 1834, la concession d'un morceau de l'ancien jardin de l'abbaye Saint-Aubin, devenu jardin du séminaire, devenu jardin du musée, donc jardin des beaux-arts, que vous voyez ici. Alors, initialement, il y avait donc deux parties. Ici, celle de l'abbaye Toussaint, c'est pourquoi vous voyez ce mur de séparation. Et ici, au centre, la partie principale avec le jardin de l'ancien séminaire, qui devient donc jardin fruitier. Et la ville, elle souhaite lotir la partie sur le boulevard des Lys, boulevard du Roi René, et moyennant quoi, avec l'argent du lotissement, elle réalise les pavillons de la conciergerie et de la fruiterie des membres de la Société d'agriculture, sciences et arts. Mais 1834, c'est la date de ce plan, c'est la date officielle de création du jardin fruitier. Il est ouvert 4 années après, il a fallu pas mal de travaux pour amender les terres, et pour planter, pour faire fructifier. Il comptait surtout des pieds de poiriers, beaucoup de pommiers et beaucoup de vignes. Donc il y avait 600 variétés de poires quand même. Bon, alors des variétés souvent anecdotiques ou qui ne produisaient pas beaucoup, mais il faut bien penser que quand même c'est dès 1849, même avant, il y a déjà eu en 1847 la beurrée millet qui a été obtenue là, mais en 1849-50, vous avez l'obtention de la doyennée du comice. Et alors cette poire-là, c'est rappelé évidemment sur l'un des pavillons d'entrée du jardin, est toujours dans nos assiettes, et elle a eu un succès immédiat évidemment jusqu'aux États-Unis. Ça a été très important. Mais ce jardin fruitier, même magnifique et formidable, dès 1834, alors qu'il n'est pas créé, on songe déjà à le lotir. Et c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur ce plan, puisque tout ce qui est en rose, ce sont des constructions. Vous avez au milieu, notamment, un projet de nouveau musée. Alors, tout cela était assez coûteux, et les différents projets qui ont eu lieu n'ont pas vu le jour. En revanche, le jardin a été terrain de très nombreuses expositions, à commencer par l'exposition d'ouverture de 1838, une exposition horticole et pomologique. Et ici, vous voyez un album de dessins de l'exposition pomologique de 1866, avec le plan. Sur le boulevard, le jardin était fermé par une grille qui a été assez difficile à obtenir, puisque la ville s'était engagée à faire toutes ces constructions et la clôture, mais elle s'y est engagée en 1834 et elle a réalisé les travaux en 1880. Auparavant, il n'y avait que des clôtures en bois provisoires. Et qu'est-elle devenue? Eh bien, comme beaucoup de grilles, elle a été démolie. Donc, dans les années 50-60, il y a eu un massacre de grilles un peu partout. Je parle aussi de celle du Jardin du Mail. Alors là, vous avez un des nombreux projets, justement, qui a eu pour théâtre le fameux jardin fruitier, des projets d'université, de faculté, d'écoles, d'écoles primaires supérieures, et également de Palais des Beaux-Arts, un projet de la Société des Amis des Arts.
Ici, donc, vous avez un projet tout simplement de nouveaux jardins avec une avenue, la fameuse avenue David d'Angers, qui avait été créée dans les années 1860, mais juste là sur le boulevard, juste le périmètre de l'entrée du jardin, et qui n'avait pas été poursuivi évidemment, et qui est un projet qui ressurgit de temps à autre et qui n'a jamais été réalisé finalement. Voici ce que donnait encore le jardin fruitier à la fin du XIXe siècle. Il faut vous dire que la concession de 1834 faite par la ville devait durer 20 ans. Et vous voyez que en 1899, la société était toujours là. Et voici une carte postale du début du siècle. Mais tout de même, le terrain était épuisé. Et puis, la ville avait cette fois-ci un projet de construction. Alors, pour vous résumer ces projets de construction dans le jardin fruitier, il y en a eu 13. 13 projets de construction et 2 ont été réalisés. Lesquels? Alors, on y reviendra tout à l'heure. Je vous montrerai les photographies. L'école des Beaux-Arts, dans les années 20, en 1927, et puis le RU, le restaurant universitaire transformé en repère urbain, donc où nous sommes, archives patrimoniales, Angers Patrimoine, c'est-à-dire le service ville d'art et d'histoire, et puis donc l'Artothèque. Donc il fallait évacuer le jardin fruitier et la société d'horticulture qui est issue du comice horticole de la Société d'agriculture, sciences et lettres, a créé un nouveau jardin rue des Mazières. Vous avez ici en deux Hébert de la Rousselière, son président, pendant 21 ans. Et donc voici le plan que nous avons aux archives sur la rue des Mazières qui est en bas. Et vous voyez que le terrain était très profond et faisait d'ailleurs plus 2,5 hectares, je crois. Vous aviez plusieurs parties, avec notamment des jardins d'essai. Et là aussi, il y avait surtout des poires, des pommes et de la vigne. Et c'est d'ailleurs sur la brochure du cinquantenaire du Closier, vous avez les plans de Girardin pour la création des bâtiments d'accompagnement de ce jardin fruitier qui était très beau. Donc vous avez la salle de conférence, ici en carte postale avec sa très belle grille Art déco. Alors là, vous voyez la même salle du côté du jardin. Et la voici en carte postale. Devant, il y avait donc une sorte de maille, de quinconce d'arbres. Et puis, il y avait un jardin de roses pour les habitants du quartier de la Madeleine, puisque donc c'est tout près de la Madeleine. Et vous voyez ici le jardin d'essai vu vers la rue des Mazières avec ce bâtiment donc de conférences et de bibliothèque. Voici quelques vues du jardin que l'on a dans le bel ouvrage d'Hébert de la Rousselière sur l'histoire des jardins d'Angers, publié en 1947, et qui d'ailleurs reste un maître ouvrage sur l'histoire des jardins d'Angers. Le jardinier en chef. Et alors évidemment, je vais assez vite sur l'histoire, parce que le but, ce n'est pas de vous raconter par le menu l'histoire de chaque jardin, sinon nous y serions encore lundi prochain, mais de vous faire une sorte de synthèse, et de synthèse en images, comment tout cela s'est fini. Donc vous savez que pour le premier jardin fruitier, le sol s'est épuisé, ben là c'est évidemment la même chose. Et puis les terrains étaient convoités pour faire les nouveaux boulevards de ceinture de la ville, ici le boulevard Pierre de Coubertin. Là, les constructions de la caisse d'Anjou, Anjou-Mayenne, c'est le Crédit Agricole, je crois, Anjou-Mayenne. Et puis, donc, vous avez par derrière ce qui reste du jardin, qui est là, exactement, qui allait par là aussi, et jusqu'ici, c'était assez vaste, vous avez vu le plan. Et donc, vous voyez ici, j'espère que ce n'est pas trop petit, donc le mail d'arbres et le bâtiment de conférence. Mais donc tout cela est plus ou moins abandonné, le jardin en 1962, le bâtiment de conférence en 75-76, au profit de l'arboretum, donc où s'installe à ce moment-là la société d'horticulture d'Angers. Actuellement,
Le jardin a été loti, mais c'est déjà de la vieille histoire. L'histoire est en marche, elle continue. Vous avez le bâtiment donc de la salle de conférence qui existe encore, l'entrée du jardin. Et à la place, on a fait en 1976 la résidence pour personnes âgées des Noisetiers, qui elle-même est fermée, sera démolie et fera place à un nouveau projet immobilier. Mais on conserve une partie du jardin qui s'appelle désormais le Jardin de la Madeleine, dont vous avez ici quelques espaces et qui a été revu et réaménagé il n'y a pas très longtemps. Alors il faut vous dire que les habitants n'ont pas toujours été favorables aux espaces verts, puisque dans les années 60, lors de l'abandon du jardin, ils réclamaient tout simplement des parkings, déjà, et une liaison, donc une rue, passant à travers le jardin depuis la Madeleine, faisant la liaison vers le centre sportif Jean Bouin, la salle Jean Bouin et la piscine qui était en projet. Alors, ça ne s'est pas fait et fort heureusement, on a quand même conservé une grande partie de cet espace vert. La SHA est allée à l'Arboretum est à la Molévrie et la Molévrie est du moins sous forme d'arboretum, à Gaston Allard. Alors son père s'est déjà employé au début du 19e siècle à rendre les terres marécageuses un petit peu plus cultivables, et son fils, lui, a créé un arboretum, et vous voyez ici l'un des rares plans, je dirais même le seul plan qui subsiste et que nous avons restauré pour l'exposition, parce que les archives de Gaston Allard ont été perdus. Alors, c'est un mauvais concours de circonstances. En fait, en 1916, Gaston Allard a souhaité léguer son arboretum et tout son contenu à la ville d'Angers, qui n'en a pas voulu, qui a pensé que l'entretien serait trop coûteux. C'est donc l'Institut Pasteur qui l'a récupéré. Mais l'Institut Pasteur, au bout de quelques décennies, dans les années 50, trouvait la charge bien lourde et n'entretenait plus grand-chose. Et c'était surtout devenu la maison de campagne du directeur de l'Institut. Donc, elle propose la propriété à la ville. Et la ville a acheté ce qu'on lui avait offert 44 ans plus tôt. Donc ça, c'est pas mal déjà comme opération. C'est de bons pères de famille, si je puis dire. Mais dans l'histoire, vous me direz, les archives. Alors les archives, elles étaient allées à Paris, à l'Institut Pasteur. Et à bon droit, la ville les a réclamées en 1959-60 quand elle a acheté l'Arboretum. Et les caisses sont venues à Angers. L'Institut, le Pasteur, a indiqué que oui, elles étaient bien parties, seulement elles ne sont pas arrivées. Ou alors elles sont arrivées, on ne sait pas où. Elles sont peut-être arrivées parce que ce plan devait en faire partie et une personne qui connaissait bien l'Arboretum et qui fouinait un petit peu partout dans les années où c'était un peu en déshérence, à la Molévrie, a récupéré ce plan dans une poubelle. Roulé. Voilà. Et ensuite, nous l'a transmis. Mais beaucoup plus tard. Voilà l'histoire. Alors, l'histoire qui malheureusement est triste, d'autant que Gaston Allard avait fait beaucoup d'aquarelles, de vues de ses arbres, de son jardin, et elles ont été perdues dans l'affaire aussi. Alors, c'était un arboretum. Là, ce sont des cartes postales anciennes. Donc, il souhaitait surtout étudier l'acclimatation d'espèces méditerranéennes dans des régions plus septentrionales. Et donc, il avait des espaces pour les chênes. Il avait planté une grande allée de chênes. Alors, on la voit évidemment ici, qui commence sur le plan, mais tout n'est pas terminé. Donc, c'est un plan vers 1870-75 à peu près. Et donc, alors vous avez des vues, évidemment, je vous ai mis de l'arboretum d'aujourd'hui, mais vous devez les connaître, donc je ne vais pas m'y attarder. Des vues anciennes aussi, l'allée de chêne. Et depuis, l'arboretum est choyé, cette fois-ci de nouveau. Et donc, la ville a créé de nouveaux espaces, le jardin des 5 Sens que vous voyez là, vers 2003-2004. Avec sa serre renouvelée, mais qui existait déjà et qui figure sur le plan de 1870-75. Le jardin des biotopes, qui avait été fait avec l'aide du directeur du muséum, Vincent Denis. Et l'espace cacheux, un espace de sculpture. Donc c'est devenu un espace, je dirais,
vraiment riche, encore plus riche que du temps de Gaston Allard. C'était un arboretum privé, nous sommes dans des jardins privés, il y en avait un petit créé par Joseph Hébert de la Rousselière, dont je vous ai parlé, qui a donc publié ce livre sur les jardins d'Angers. Et cet petit arboretum était à l'extrémité de Montplaisir, tout près du lieu-dit Montplaisir d'ailleurs, qui est symbolisé ici par cette maison. C'était le lieu-dit Montplaisir. Et ici se trouvait donc en triangle, d'un côté du chemin de fer, mais de l'autre aussi la propriété du docteur Hébert de la Rousselière, la Gagnerie. On voit d'ailleurs ici, c'est une vue des années 60, la place de l'Europe en construction. Donc vous voyez le docteur lui-même et son épouse dans ces jardins. Malheureusement, on ne voit pas trop les jardins. Les jardins en vue aérienne. On n'a pas de photographie des jardins détaillés, pas d'album du docteur qui pourtant a légué tous ses biens à la ville. Mais on a surtout conservé sa bibliothèque, qui était la bibliothèque municipale. Donc vous voyez le domaine de la Gagnerie, la voie ferrée et tout l'espace forêt de l'autre côté, non loin des Caloguines maintenant. C'est le petit Chauminot, etc. Alors il avait créé un arboretum au Petit Ptié. C'était pour lui un amusement horticole. Il y avait beaucoup d'espèces sur un petit espace de 70 arts. Et voici une très belle représentation qui était à l'exposition. C'est un tableau que le musée a acheté il y a une quinzaine d'années, qui représente le parc Hébert de la Rousselière, mais dans des années vers le milieu du 19e siècle, disons, avec sa partie boisée, donc qui subsiste encore aujourd'hui d'une façon un peu différente. Les arbres ont été renouvelés. Alors ce jardin existe, le jardin Hébert de la Rousselière. La ville veut le remettre à l'honneur dans le projet d'ORU de Montplaisir, de renouvellement urbain. Mais évidemment, le domaine n'a pas pu être entretenu comme il l'était avec le docteur Hébert. Et au bout de quelques années, c'est devenu finalement une petite forêt un petit peu friche. Les plantes sont fragiles et ont péri. Et le domaine de la Gagnerie lui-même a été squatté et brûlé. Donc, au bout du compte, la richesse s'est évanouie. Il nous reste quand même l'espace vert et l'espace boisé de l'autre côté. C'était une propriété qui, évidemment, léguée en 1979 à la mort du docteur Hébert, était un peu difficile à entretenir. Et nous avons des correspondances de Jean Monnier alertant ses services et disant « Mais donnez-moi des idées, que peut-on faire de ce petit manoir du XVIIe siècle ?» Et puis, il a été squatté plus rapidement que ne sont venus les projets. Alors, j'en suis au dernier volet avec les politiques municipales cette fois-ci, puisque nous avons vu beaucoup d'initiatives privées éclairées, qu'elles soient religieuses ou qu'elles aient été ensuite civiles. La ville, la première fois qu'elle se préoccupe, je dirais, de promenade, c'est au XVIIe siècle, mais c'est encore une initiative privée que vous devez connaître, c'est le jeu de maille, notre allée du Mail actuelle, l'allée Jeanne d'Arc, que vous voyez ici représentée par Bruno de Tartifume. Donc ce n'était pas essentiellement un jardin, bien entendu, ou une promenade, mais d'abord un jeu à l'origine, qui là est représenté au XVIIIe siècle, alors qu'il est devenu promenade. Mais donc on devait y jouer à ce jeu de maille avec un maillet, d'où son nom, comme vous le voyez sur la représentation. Et donc cette allée a été plantée par un marchand qui, donc en 1616, avait fait cette proposition, moyennant exploitation à son profit ensuite du jeu en question. Mais le jeu est vite tombé en désuétude. Et dès les années 1640, 1650, c'est devenu surtout une promenade avec 3 allées. Il y avait donc 4 rangées d'arbres, comme vous le voyez d'ailleurs ici, après sa replantation en 1891. Alors, c'est vraiment la première grande promenade de la ville, mai 1616, 1617. Donc la voici un peu plus tard. Évidemment, là, on est avant sa replantation actuelle. Ici, c'est une vue de 2018, après sa replantation. Mais
cela a donné l'idée à l'époque, 1616, donc 1617, de créer des promenades tout le long des fossés de la ville. Et la première qui a été faite, c'est le Mail Martineau, que vous voyez en haut de la diapositive, non loin des bénédictines de la fidélité. Et tout le long de la, du moins rive gauche de la ville, des fortifications, vous aviez des promenades. Ici, le long du champ de foire, donc plus vers la partie faubourg Saint-Michel, et également du côté de Saint-Serge et du Port-Hérault. Donc voilà les premières promenades, les premiers jardins. Le premier jardin, forcément, à tout seigneur, tout honneur, est celui de l'hôtel de ville, que vous avez représenté donc dans un très beau document, le cérémonial donc de l'église d'Angers de Le Horeau, qui se trouve aux archives départementales, d'où est extrait donc cette représentation avec le parterre de l'hôtel de ville créé en 1681 avec cette croix de Lorraine. Et puis on y a ajouté un buste de Louis XIV en 1686, inauguré en même temps que l'Académie royale des belles-lettres, qui a ressuscité sous forme de société d'agriculture dont je vous ai parlé pour 1831. Donc ça, c'est le premier jardin de l'hôtel de ville. Alors, je fais comme si, bien sûr, tout le monde savait où il se trouve. Je suppose que oui. C'est donc dans le haut de la place Louis Imbach actuelle. C'est l'emplacement du muséum et de bâtiments qui sont dévolus à la direction des ressources humaines. Donc, rue Botanique, place Imbach. On arrive au premier jardin public, c'est le jardin du Mail. Vous avez ici son emplacement au premier plan. Vous voyez bien d'ailleurs les promenades de la ville. Alors elles se sont particulièrement développées évidemment avec la destruction des fortifications à partir de 1810. Et vous aviez donc 4 rangées d'arbres, bien souvent, qui faisaient d'agréables promenades à pied ou en calèche, à cheval à l'époque. Et devant, vous avez un grand champ de Mars ici, devant l'hôtel de ville, qui a changé de place, qui n'est plus ici place des Halles, place Imbach actuelle, mais ici même, dans l'ancien collège d'Anjou. Et donc devant, vous aviez un espace poudreux, simplement, pour les revues militaires. Ici commençait donc l'allée du Mail avec ses 4 rangées d'arbres. Et à la faveur de la création d'un système de distribution des eaux de Loire à Angers, qui a été définitivement voté en 1854. Ici, vous avez la fiche d'adjudication d'un réservoir et d'une fontaine. On a créé au milieu du champ de Mars une fontaine. Enfin, il y a un grand réservoir en sous-sol et au-dessus un bassin que l'on a voulu agrémenter, ornementer, avec cette fontaine en fonte du Val-d'Aune, dont vous avez la gouache modèle, qui a été présentée au conseil municipal en 1855. Et c'est un modèle qui a été exposé à l'exposition universelle de Paris de la même année. Vous avez la facture ici, avec le nom du maître de forge, Barbeza, une vasque de l'exposition bronzée. Donc couleur bronze, c'est 14 000 francs. Plus évidemment la pose. Elle a été posée en 1856, le service des eaux inauguré, et aussitôt après, pratiquement à la faveur de l'exposition quinquennale de 1858, on a créé un jardin autour, c'est-à-dire qu'on a ouvert la section de l'exposition horticole et agricole autour de la fontaine, et par derrière, vous voyez d'ailleurs le petit bâtiment en bois. Ce jardin a eu un succès fabuleux, donc on s'est dit, mais il faut absolument créer un jardin permanent. Tous les Angevins l'ont réclamé. Ici, c'est un souvenir de l'exposition de 1858. Et vous avez le premier plan du jardin du Mail, le plan de création, donc par Auguste Bibard, en janvier 1859. Alors, l'amusant, c'est que vous avez la fontaine, évidemment, au milieu, avec même l'ombre projetée au sol. Donc, le tout dans l'axe de l'hôtel de ville. Et c'est à peu près notre plan encore actuel du jardin à la française, donc du Mail, qui a été ouvert très rapidement
dès 1859. Il a été fait, vraiment tous les horticulteurs s'y sont mis, les plans donc de Bibard, réalisation André Leroy qui a donné beaucoup de plantes, ainsi que plusieurs autres horticulteurs. On en a des listes complètes dans les archives. Et c'était un jardin très très fleuri. Donc ça, c'était vraiment une nouveauté à Angers. Alors, on n'a pas de représentation, disons, sous le Second Empire ou daguerréotypes, de photographies vraiment des années 50-60. Ici, c'est une vue début de siècle, début 20e siècle, avec le bassin, les cygnes, parce qu'il y avait beaucoup de monde sur le bassin à l'époque. C'était un bassin qui était aussi un parc animalier, en quelque sorte. Et donc, vous voyez la grandiose perspective du jardin du Mail, depuis les toits de l'hôtel de ville jusqu'à l'allée Jeanne d'Arc. Alors, le jardin, voici, oui, quelques vues. Je signale, alors on le voyait mieux sur cette vue-là, le grand cyprès de Lambert, un cyprès de Californie dont les premiers exemples ont été rapportés en France vers 1838-40 et celui-ci a été offert par André Leroy. Il a survécu assez longtemps, vous le voyez dans les années 50 un peu déplumé, ici aussi 60. Et puis ensuite, le fameux cyprès de Lambert, malheureusement, a été emporté par une tempête en 1970. Donc il aura duré un peu plus de 120 ans, disons. Et c'est pourquoi, dans tous nos jardins, il est vraiment difficile de trouver des arbres qui soient très anciens. Et comme au Jardin des Plantes, il est difficile de retrouver évidemment des arbres de l'origine du jardin. Alors il y a peut-être les 4 Bridger, les 4 platanes qui sont du côté de la rue Borot, qui datent de la Restauration. Il y a le Taxodium disticum, qui est le cyprès chauve, qui est près de la statue de Borot, là maintenant, qui sont de l'origine du jardin, ou à peu près. Mais d'ouragan en ouragan, il ne reste pas grand-chose de nos richesses arboricoles. Je signale d'ailleurs qu'au Jardin des Beaux-Arts, dont les plantations évidemment ont été renouvelées assez souvent, mais on va revoir la question bientôt, l'Hérécia, un arbre qui vient d'Asie et qui est assez rare et qui se trouve près du Rue, est en dépérition totale actuellement. Il était encore en pleine forme l'an dernier, mais là, il n'y a plus que les rejets les plus jeunes sur le tronc qui sont pourvus de feuilles. Le reste paraît complètement mort. Donc, d'où la difficulté de trouver vraiment des arbres anciens dans nos espaces verts, pourtant si nombreux. Alors, là, c'est donc la politique municipale dont je vous parle. Après ce jardin, elle a créé des squares. Et le premier d'entre eux a été celui du Cirque-Théâtre Place Molière. Le cirque-théâtre devait temporairement remplacer le théâtre brûlé en 1865 et il a été ouvert, ce cirque, donc à l'automne 1866. Et l'année suivante, on a fait un square que vous voyez là, qui devait être, ma foi, agréable. Et alors, on ne sait pas pourquoi, mais il a été victime de vandalisme éhonté, si bien qu'il a fallu, tenez-vous bien, le supprimer 9 ans plus tard. Donc on se plaint aujourd'hui de voir des fleurs coupées, des arbres cassés, etc. Mais c'est finalement dans la nature humaine d'aimer la destruction, du moins chez certaines personnes. Et donc ce square n'a pas pu survivre. Alors évidemment, la ville en a créé d'autres. Ici, place Lafayette, en 1889. Devant l'hôtel de ville, évidemment, il y a eu des plates-bandes. Est-ce que vous reconnaissez celui-ci ? Nous sommes boulevard Carnot. Et là, vous avez le débouché de la rue Botanique. Donc, sous ce qui reste des fortifications de Saint-Louis et donc de l'ancien hôtel de ville. Et vous avez donc le boulevard qui descend vers la Maine ici. Alors, il y avait un square là aussi, donc, qui a été supprimé, ça a été simplifié. Le square Jeanne d'Arc, 1909. Au bout de l'allée Jeanne d'Arc, que vous voyez ici le jour de l'inauguration et le jour de l'inauguration de la statue. Ici, c'est en pleine réfection, 2018, donc c'était la suite de la replantation de l'allée Jeanne d'Arc. Et vous avez eu aussi des parterres, place Lorraine, place Sainte-Croix,
Les deux, enfin, Place Sainte-Croix, il reste un petit parterre quand même, devant le palais de justice. Donc tout cela, ce sont des créations autour de la tour de la Haute-Chaîne aussi dans les années 20, puisque ça a été remblayé progressivement sur la Maine. Et le grand acteur, je vous le montrerai tout à l'heure, de ces plantations, était quelqu'un de la voirie, un ingénieur de la voirie, puisqu'il n'y avait pas encore d'ingénieur horticole à Angers. Alors nous sommes tout près, évidemment, c'est l'occasion aussi de rappeler le jardin du musée Saint-Jean, que voici, mais que vous connaissez bien, avec ses fabriques, entre guillemets, les colonnes qui viennent de Saint-Maimboeuf, là, ici, l'entablement qui est un entablement romain, s'il vous plaît, trouvé dans les fouilles place du Ralliement, et puis un petit puits qui représente, plutôt est à peu près à l'image de celui de la rue Donadieu de Puicharic, donc dans la cité, qui pourrait être de l'architecte Jean Boivin, qui lui vient de reculer. Donc voilà, c'était un jardin archéologique, puisque le musée Saint-Jean était à l'origine, évidemment, un musée archéologique. Voilà des vues plus récentes, et on en a profité pour créer en 2007 un jardin médiéval. Donc ça, c'est la suite de la politique municipale. Et la ville s'est intéressée surtout à partir du début du XXe siècle au château, qu'elle voulait déjà avoir dans son giron administratif, mais cela ne s'est jamais fait finalement. Et donc vous avez ce plan du XVIIIe siècle qui montre des fossés verts, mais c'était simplement de la prairie. Et comme vous voyez ici, vers 1910, sur le front nord du château, vous aviez... Oh, c'était assez haut en couleur, il y avait des jardins, donc les fossés étaient exploités, puis il y avait aussi des poulaillers, toutes sortes d'animaux qui vaquaient dans cet endroit-là. Et le grand inspirateur et directeur des jardins d'Angers au début du XXe siècle, c'est ce monsieur, Jean-Baptiste Dupic, qui a été conducteur des travaux des ponts et chaussées à la voirie de la ville d'Angers, puisqu'il y avait un lien entre l'État donc, et la ville pour cela. Et c'est lui qui a créé les parterres de broderie en 1921 pour rendre quand même la vue sur le château plus agréable. Et donc, on en a conservé ce que vous voyez sous les yeux. À l'intérieur du château, il n'y avait pas moyen de mettre beaucoup de jardins, puisque c'était l'armée qui avait ses hangars et ses munitions. Mais tout de même, la ville, qui souhaitait prendre la main sur le château en 1911, avait demandé à un de ses architectes adjoints, conducteur voyer, donc Jules Rohard, des plans pour aménager l'intérieur. Alors c'est assez curieux de le voir comme ceci, en jardin anglais. C'est ce qu'il avait imaginé, et il avait imaginé cette vue aussi de pittoresque d'aller en lacet descendant de la promenade du bout du monde. Mais je crois qu'il l'a faite moins abrupte qu'elle n'aurait été si elle avait été réalisée. Alors évidemment, entre ce projet et celui-ci, il y a un monde. Il y a aussi 50 ans, enfin, à peu près. Donc ici, on est vers 1954. La tapisserie de l'Apocalypse venait d'avoir sa galerie inaugurée. Et c'est Bernard Vitry, en fait, l'architecte des monuments historiques, qui a réalisé les jardins à l'anglaise, à la française, bien sûr, du château vers la chapelle, que vous voyez ici sur la brochure du début du diaporama. Et il y avait d'autres jardins qui surplombaient les jardins à la française, qui ont été créés par une personne assez haute en couleur, André Biard, jardinier en chef du château, et qui était original parce qu'à l'époque, dans les années 60, il utilisait une méthode biologique pour cultiver ces jardins, la méthode Lemaire.
la méthode de Raoul Lemaire, qui avait implanté son entreprise Parvis Saint-Maurice en 1944, un grand sélectionneur de blé, les blés Lemaire, et donc pionnier de l'agriculture biologique, dont nous avons d'ailleurs les archives. Et donc ce monsieur Biard que vous voyez ici utilisait le merle, c'est-à-dire un fertilisant calcaire venant de la mer, de l'île des Glénans, qui donc permettait de fertiliser, de se passer d'engrais chimiques pour avoir des plantes avec une floraison d'ailleurs beaucoup plus étalée dans le temps qu'avec les engrais chimiques. Donc les jardins à l'époque actuelle. Dans toute cette politique municipale, nous retrouvons l'ex-jardin fruitier, puisque la ville avait décidé, vous le savez, de le récupérer. Et là, nous sommes en 1927. Elle a ouvert, elle a construit le premier projet de construction qui voyait le jour dans le jardin, l'école des Beaux-Arts, qui jusqu'à présent se trouvait dans des bâtiments sur l'actuelle place du musée et là où se trouve l'Institut municipal. Donc vous avez ici l'école des Beaux-Arts et Jean-Baptiste Dupic qui fait un projet de jardin. Donc d'un côté, vous avez les bâtiments du musée, de l'autre, la fameuse avenue David d'Angers sur le boulevard du Roi René. Et donc le jardin de l'époque, 1930, en gros, vous allez avoir ici quelques vues, l'allée de Charmy. Donc tout cela a bien changé si vous connaissez le jardin des Beaux-Arts actuel. Et au fond, vous voyez très bien ici le bâtiment de l'école des Beaux-Arts qui aura duré de 1927 à 1944, car en 1944, les Allemands l'ont fait flamber, comme ils ont essayé de mettre le feu au musée tout près. Donc, il n'y a eu ensuite qu'une plateforme de ruines sur laquelle le Resto U, le RU, s'est implanté en 1957. Les jardins ont été conservés. Alors, vous voyez ici une vue, ils ont poussé dans les années 60. Et ce jardin a fait véritablement l'objet de toutes les convoitises. Et dans les années 50, il y a encore des projets de construction, et notamment même avant la construction du restaurant universitaire, la construction d'un auditorium de plein air, d'un théâtre de plein air, un projet que vous voyez ici, d'ailleurs réalisé par Arthur Dandal, dont on reparlera. En avançant dans le temps, vous voyez le quartier, vous reconnaissez l'entrée sur le boulevard du Roi René, et vous avez ici les bâtiments de l'abbaye Toussaint, ceux qui ont été incendiés en 1944, là aussi. Et donc ça, c'est un projet qui va donner lieu à la construction, à l'implantation de la nouvelle bibliothèque en 76-78. Dans les années 70, l'entrée ressemblait à ça. Maintenant, elle ressemble à ceci. Donc tout évolue assez vite, comme vous voyez. Et le jardin a été réaménagé en 2004-2005 pour la réouverture du musée, entièrement refait. On a donc dans ce jardin d'un très beau plaque minier de Virginie, qui produit de très beaux fruits et qui peuvent être comestibles d'ailleurs, qui sont un petit peu fades à mon goût. Donc plutôt vers le mois de novembre où on les récolte. Et comme je vous disais, en revanche, l'Hérétia, lui, on risque de ne pas le revoir, c'est dommage. Alors ici, vous avez le premier ingénieur horticole de la ville, Arthur Dandal, qui a été embauché en 1938 et qui est resté en poste jusqu'en 1964 et qui est donc l'auteur de beaucoup de projets qui ont été réalisés par la ville, notamment à l'étang Saint-Nicolas que vous voyez ici, qui est le grand projet des années 30, et c'est la ville qui a demandé le classement à l'État au titre de site pittoresque en 1936. Elle a donc acheté tous les terrains alentours, elle en a fait une promenade intéressante qui a été beaucoup croquée par des artistes ou artistes amateurs, ici comme René Rohard, le fils de Jules, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, quelques vues. Et Arthur Dandal a fait en 1949 un projet
d'aménagement de jardins, puisque c'est une succession de jardins avec le parc de la Garenne, le parc des Carrières, le parc de la Haye, sur l'autre rive celui de Notre-Dame-du-Lac et le parc de Belleveille ensuite. Et vous voyez aussi les premiers projets de lotissement. Alors là, le sud est en haut, et vous voyez donc les premiers projets de construction de Belleveille ici. Mais il y aurait beaucoup à dire sur cet étang Saint-Nicolas. En même temps, si vous voulez, la ville souhaitait le conserver au titre de parc pittoresque et faisait intervenir le fils d'Édouard André, René Édouard, dans sa conception. Et celui-ci avait bien compris que c'était vraiment un lieu dont il fallait conserver les caractères sauvages. Et il disait que ce serait un parc plus intéressant encore que le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Donc il aimait beaucoup cet endroit. Et donc d'un autre côté, la ville qui avait fait établir, et comme toutes les villes devaient le faire, un plan d'aménagement et d'embellissement dans les années 30 pour une sorte de schéma directeur d'urbanisme, si vous voulez, eh bien, a approuvé en 1934 une voie qui passait par au-dessus de l'étang Saint-Nicolas, une sorte de rocade pour contourner la ville par le nord. Donc, bon, pittoresque, oui, mais on n'avait pas sanctifié quand même l'espace. Et donc, voilà, donc une vue qui montre bien l'intérêt de ce poumon vert en pleine ville, avec l'abbaye Saint-Nicolas et ses vignes. Alors là, je vous montre évidemment, mais vous connaissez bien les différents aspects pittoresques certainement de ce parc, avec des aspects méditerranéens ou d'autres plus vosgiens. Et j'en viens à un projet qui a été initié par Dupic et réalisé par Dandal, le fleuriste municipal. Ça, c'est aussi un autre grand projet du XXe siècle mené par la ville d'Angers. En fait, il fallait produire 300 000 fleurs environ par an pour tous les jardins que vous savez. Et ce fleuriste se trouvait au Jardin des Plantes, où il n'y avait plus de place pour produire les fleurs. Et donc, on a créé au bout de la rue de l'Étenduère, qui est en bas du plan, et le long du futur boulevard Eugène Chaumin, un jardin pour mettre des serres et produire ses fleurs. Et un jardin public l'accompagne. Voici tel qu'il a été réalisé en 1949. Il était achevé. Donc vous avez, pour vous situer, la rue de l'Étenduère, l'avenue Maurice Tardat actuelle, et ici le boulevard Eugène Chaumin en haut. Les serres par derrière. Donc par rapport au projet, c'est un petit peu changé, mais il y a cette belle roseraie qui était magnifique, une des plus belles roseraies de l'Ouest, titre à l'envie le Courrier de l'Ouest dans les années 50. Et voilà ce que c'est devenu. Pas tout à fait, parce qu'on a essayé de réhabiliter un peu le lieu, mais quand le fleuriste municipal a encore été à l'étroit dans ce lieu qu'elle a conservé entre 1940 et 1988, elle l'a quitté pour aller dans les anciennes serres horticoles de Mocard, au square Édouard Guinel, où se trouve l'actuel centre technique des espaces verts. Donc la roseraie, dont vous voyez ici le portail d'entrée, a été abandonnée. Les 5000 pieds de rose ont vieilli et se sont évaporés. Et en voici un des rescapés. Là aussi avec l'étiquette d'origine, s'il vous plaît. Mais on a essayé donc récemment, en 2019, avec le concours des habitants, de refaire un jardin, donc au centre. Le reste étant loti autour de la rue Abel-Ruel. Donc voilà l'aspect du fleuriste municipal aujourd'hui, avec un verger partagé. Dans les réalisations municipales, n'oublions pas le parc du Haras. Quand le Haras a fini par quitter la ville, donc une patinoire a été créée là et un ensemble d'habitations et de bureaux par la municipalité de Jean-Bonnier. Et un parc a été conservé, ouvert au public en 1985, et qui est assez agréable. Et bien sûr, la plus grande réalisation après l'étang Saint-Nicolas, c'est le parc de Balzac et le lac de Maine,
Alors, je ne prends pas l'ordre chronologique là, mais l'ordre topographique en quelque sorte, celui qui est le plus près de la ville, le parc de Balzac, dont vous voyez des prairies qui étaient assez ingrates au XXe siècle et qui servaient plutôt de dépotoir, comme vous voyez ici. Vous avez Montesquieu à gauche. Et voilà le parc donc réalisé après 4 ans de travaux, de 96 à 2000, où vous avez différents espaces pour montrer une diversité biologique. Le marais qui est souvent inondé. Ici la Saulée près du parking, les graminées. Ici le haricot sec renferme des champs de fleurs en général. Ici vous avez la chênaie. Et puis un verger et des jardins ouvriers sur le côté. Ici, vous avez aussi les vagues vertes, et des prairies avec des animaux qui ont été introduits, des vaches notamment, et une éolienne qui vient de la rue Roger-Chauviré et qui a été sauvée par Michel Lemel. Donc voilà quelques vues du parc de Balzac. Vous pouvez vous y promener facilement, donc je n'insiste pas. Et j'ai voulu vous rappeler aussi, alors là, nous ne sommes plus au 20e, mais au 21e, puisqu'il a été ouvert le 3 avril 2010, Terra Botanica. Donc, et puis, ce n'est plus une création municipale, ça a été fait avec l'aide de la municipalité, mais c'est une création départementale. Donc, vous avez le parc dans ses premiers vagissements, ses premiers mois, avec les attractions de l'époque qui existent encore pour d'autres. Elles ont été renouvelées. Donc ce parc important est à mettre au compte, évidemment, d'Angers et de son département. Dans les parcs nouveaux, il y a ceux du quartier Saint-Serge qui sont assez généreux, autour de l'université. Le long de la ligne du tramway avec ces arbres qui ont été plantés et replantés plusieurs fois en fonction des travaux. Le mail des présidents de la République, désormais, qui va jusqu'à Saint-Serge et qui permet de faire une boucle verte par le pont de Segré en revenant par reculé. Alors vous avez, près de la patinoire, donc le parc Saint-Serge, tout nouveau, qui servira pour certaines salles musicales aussi. Alors, je vous ai mis du vert partout. C'est vrai que là, nous sommes en pleine ville. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Non. Nous sommes tout près d'ici. C'est l'ancien cimetière des pauvres, donc de la Doutre. Et là, où sommes-nous? À la bibliothèque municipale. Donc, lors des travaux de la future bibliothèque, normalement, ces arbres devraient ne pas être trop élagués. Vous voyez qu'ils sont très beaux. Ici, c'est l'école d'agriculture, près de la rue Rabelais. Et là, difficile de reconnaître si l'on ne le parcourt pas l'endroit, mais nous sommes aux Justices, c'est le chemin des Cormiers, près de la ferme. Vous voyez, centre d'animation du Cormier, c'est l'ancienne ferme. Et vous avez un espace vert qui est remarquable et qui aurait pu être encore plus remarquable, mais enfin, il a quand même été conservé en grande partie. Emmanuel Lepage, dont je vous ai montré la brochure au départ, avait imaginé avec une autre paysagiste, Colette Cassin, un grand parc, vous voyez, de 15 hectares qui aurait servi pour les familles, pour les enfants et aussi de vitrine pour les arboriculteurs, les horticulteurs, avec un espace pour les iris, un espace pour telle autre fleur. Elle avait proposé donc aux municipalités turques et Monnier. Et puis, celles-ci n'ont pas mordu, je dirais, à l'hameçon, mais on a quand même conservé une grande partie dans la ZAC des Justices, une grande partie de ces arbres qui sont magnifiques. Alors, vous aurez peut-être reconnu l'entrée du cimetière de l'Est. C'est aussi un espace vert, en quelque sorte, puisqu'il y a quand même beaucoup d'arbres et puis maintenant des jardins cinéraires de ce genre qui sont très fleuris. Les Caloguines, alors là on revient presque près du parc Hébert de la Rousselière, donc le quai Ligny, l'ancienne esplanade Ligny devenue l'esplanade Jean Turc avec sa roseraie. Donc les espaces verts en centre-ville ne manquent pas. Vous reconnaissez ici les jardins
qui sont au milieu de l'ex-caserne des Jardins, dans le nouveau quartier. On a les pavillons de la caserne qui ont été conservés dans le bas de la vue, on les voit. Bien sûr, les hauts de Saint-Aubin, avec les lanières vertes qui ont été imaginées à l'origine, qui sont conservées, forment aussi des espaces verts assez agréables, ici le long du chemin des Chalets que vous avez là. Et puis il y a beaucoup de jardins privés qui sont devenus publics. Il faut rappeler le jardin du Muséum, celui de l'École des Beaux-Arts, rue Bressigny, à l'Hôtel d'Olonne, le Château du Pin, très bel espace aussi. Alors ici et là, c'est peut-être difficile à reconnaître, sauf pour les habitués, c'est le parc de la Chaloire, donc près de la rue du même nom. C'est un parc d'anciennes demeures bourgeoises. Plus vers l'est, disons, vers Saint-Barthélemy, l'Arceau, qui était une propriété d'un entomologiste connu, Gabriel Rogeron, qui a sa tombe au cimetière de l'Est. Et il y avait donc un bel espace qui a été plus ou moins donc conservé, mais un peu aseptisé ici, et que vous voyez en vue aérienne encore beaucoup mieux. Et vous voyez le stade de l'Arceau, et par ici, c'est tout l'espace Anjou, anciennement Montrejeau, de l'usine Bessonneau. Alors, il y a une belle allée d'arbres. Sur les Hauts-de-Saint-Aubin, vous aviez la Grande Flécherie, mais là, bon, voilà, la Grande Flécherie abandonnée. La Grande Flécherie a été démolie parce que c'est comme à la Gagnerie, on n'avait pas de projet et on n'a pas pu l'entretenir. Et donc le projet, ça a été d'y mettre un camp de gens du voyage. Alors malheureusement, c'est un peu asphalté, je dirais, hein. Voilà, donc ça c'est un espace vert qui n'a pas tellement bien vécu, mais les autres sont quand même conservés. Et pour finir, vous avez des jardins privés. Les jardins de l'Évêché qui sont très beaux, qui donc ici sont dus à Emmanuel Lepage, projet et réalisation, comme c'est indiqué, et que voici. Donc ils viennent d'être restitués dans le cadre de la Villa Médicis de la French Tech, donc une partie de la Charmille. Et puis vous avez des petits jardins partout, vous voyez, c'est même marqué jardin, donc c'est sûrement un jardin, qui se trouve passage de la Sancerie. Derrière beaucoup de maisons se trouvent des jardins cachés, évidemment, au public. Celui-ci n'est pas caché, il est avenue Jean Joxé. Il date des années 40, la maison est de 1940. Il y a des passages intéressants dans le quartier des Fours à Chaux. Un petit jardin privé rue de la Chaloire. Un autre avenue des Fours à Chaux qui est assez important. Quand vous partiez, vous allez avenue des Fours à Chaux, vous avez une rue un peu maussade, un peu resserrée, mais derrière vous avez quantité de très beaux jardins. Ici, ce sont les Grandes Pannes, plutôt du côté de Verneau, avec un bel espace vert, mais qui risque d'être loti dans peu de temps. Et là, les habitants ne sont pas vraiment très contents, évidemment. Mais bon, voilà, c'est aussi la politique de remplir certaines dents creuses. Alors espérons que Angers restera une ville vraiment verte. Et elle est verte parce que c'est une sorte de mosaïque de jardins qui sont disséminés dans toute la ville. Ici, peut-être certains d'entre vous auront remarqué, reconnu le château des Mortiers, avenue Pasteur. Alors là, c'est peut-être plus confidentiel, c'est le pressoir Cornu, qui se trouve dans la zone de la Croix-Blanche, pas loin de l'ex-Thomson, avec un beau jardin donc derrière la maison. Vous voyez ici l'entrée de la maison, et puis ici le jardin arrière. Un petit passage avec des lilas fleuris, pas loin du théâtre Claude Chabrol. Et là, une ancienne propriété d'arboriculteurs qui produisait surtout des poires et des pommes, dont la personne d'ailleurs, la propriétaire est sur ce cliché. C'est l'ex-chemin des Mortiers, donc elle a eu encore une belle propriété avec, comme on dit ici, une douve. Pas tellement en eau à cause de la sécheresse, mais enfin qu'il y a quelquefois encore des canards. Et il y en a d'autres
d'autres douves, d'autres espaces d'eau pas très connus qui sont derrière des maisons du côté toujours des Hauts-de-Saint-Aubin. Ici, vous êtes en pleine ville, non loin des Augustines, rue de l'Asile Saint-Joseph. Enfin, voilà, un très beau petit jardin. Et pour finir, là, nous sommes rue de l'Étenduère. Et derrière cette maison s'étend un beau jardin, mais ce n'est qu'un des nombreux exemples de jardins de ce genre, avec là, au printemps, des pivoines. Et bien sûr, je fais un clin d'œil pour terminer aux jardins ouvriers, maintenant appelés jardins familiaux. Il y en a un peu partout dans la ville, ils ont beaucoup de succès. Certains ont été déplacés et il y en a notamment donc, près du parc de Balzac. Donc, ce parc de Balzac, ça a été vraiment le grand succès, je dirais, d'Angers, celui qui permet aux habitants du centre-ville de gagner, je dirais, en un quart d'heure la campagne. Et c'est tout de même mieux qu'un centre de congrès qui était initialement prévu à cet endroit-là, avec aussi une zone de motonautisme dans une zone plus maritime qui est devenue le Marais. Alors, c'était la dernière vue. Qu'en dites-vous? Est-ce que Angers est une ville verte? Alors, si vous avez des questions, quoique il soit midi, je suis naturellement à votre disposition. Mon public peut-être a le ventre un peu creux après cette promenade. Quand on marche beaucoup, c'est ce qui arrive. Alors, vous nous avez apporté aussi des très intéressantes cassettes qui permettront de réactiver les souvenirs de cette... Comme vous dites joliment. Alors, ce sont les plaquettes qui ont été éditées pour l'exposition aux rues, donc sur la ville au jardin. Donc, c'est une sorte de résumé des principaux jardins, puis il y a quelques documents. Et puis, vous trouverez aussi quelques vues d'œuvres artistiques de l'Artothèque qui avaient été choisies pour dialoguer avec les œuvres anciennes. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Donc, et qui est juste un petit peu en haut du boulevard, voilà, c'est ça. Et qui est visitable en juin, pendant le mois du jardin, et puis pour les journées du patrimoine. Et qui est très agréable, il y a toutes ces plates-bandes, effectivement, c'est un bel espace. Ce n'est pas le jardin botanique de Montpellier, on le sait très bien. 1593, quand même, c'est le premier jardin botanique de France. Ça remonte au début du 19e siècle sous forme d'école et puis ça a peu à peu été transformé en faculté. Voilà. Et puis autrefois, donc au Moyen-Âge, la faculté de médecine date du 15e siècle quand même. Hein. Voilà, remonte à cette époque-là. Et c'est pourquoi au 18e siècle, ils voulaient aussi un jardin d'essai pour les élèves. Et donc il se trouvait sur le tertre Saint-Laurent, tout près d'ici. Eh bien, bon week-end à vous et puis bonne manifestation supplémentaire, enfin, bonne conférence pour les 50 ans de la GENA. Il y a un programme qui est fourni.